De retour dans À travers champs avec notre invité Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Vous êtes président du Parti chrétien-démocrate et ancien candidat à la primaire de la droite et du centre. Et avant de commencer, je vais vous poser quelques questions, notamment sur votre soutien à apporter à François Fillon, candidat républicain. Je vous propose d'écouter votre wiki-portrait réalisé par Clara Secarelli. Rebonjour Clara. Rebonjour Antoine. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Alors tout d'abord, vous êtes né en 1963 à Belfort. À l'âge de 19 ans, vous dirigez une maison de la jeunesse et de la culture dans les Hauts-de-Seine. Et en ce qui concerne vos études, vous obtenez un doctorat en philosophie ainsi qu'un master de droit social. En 1995, vous vous engagez en tant qu'élu local dans les Yvelines. Et en 2004, vous devenez maire de Rambouillet, puis en 2007, député de la 10e circonscription des Yvelines. Depuis 2013, vous êtes président du Parti chrétien-démocrate. Vous présentez également à la primaire de la droite et du centre. Vous faites partie des petits candidats, comme on les appelle. Mais vous ne passez pas le second tour. Vous vous ralliez donc à François Fillon. D'ailleurs, vous rejoignez son comité politique. Alors, première question, pourquoi cette tournée vers la politique après avoir fait des études littéraires? Je l'allais presque dire par hasard, mais le point commun entre ce que j'avais connu avant le fond de mes études et un certain nombre d'activités que j'ai eues à côté, en animant des cours d'alphabétisation, en dirigeant les colonies de vacances, c'était une attention particulière pour la fragilité humaine. Et il m'a semblé que la politique était le lieu propre pour continuer de m'occuper de la fragilité humaine après l'avoir expérimenté aussi un peu moi-même, accompagné dans le cadre des structures socioculturelles comme la Maison des Jeunes et de la Culture dont j'ai pris la responsabilité en étant très jeune, et la vie politique qui s'est présentée devant moi à un moment, après un passage dans les ressources humaines et la métallurgie, m'est apparu comme un lieu normal pour continuer de traiter ce sujet qui m'intéresse le plus entre tous, c'est-à-dire la dignité de la personne. D'accord. Autre partie de ce portrait, donc, ce sont les réseaux sociaux, deux pages certifiées, Facebook avec plus de 9000 abonnés et celle de Twitter où plus de 20 000 personnes vous suivent. Sur les deux, vous êtes très actifs. Bon, en revanche, pas de compte Instagram, mais on le sait, pour un homme ou une femme politique, les réseaux sociaux sont une manière de communiquer directement. Par exemple, sur Twitter, vous êtes très réactif. Dès qu'il y a un sujet qui vous importe, vous vous dépêchez de directement commenter l'actualité. Une dernière question, est-ce que c'est vous qui tweetez directement ou est-ce que vous avez une équipe qui s'en occupe? Non, j'ai une équipe qui s'en occupe, ce qui ne m'empêche pas de moi-même de temps en temps alimenter mon propre compte. Mon équipe vient de le faire d'ailleurs il y a quelques instants, puisqu'il est sur mon compte Twitter que je suis en ce moment en face de vous, en train de vous parler. Merci de votre invitation. Je n'ai pas de compte Instagram, c'est vrai, ça ne va pas tarder, mais je m'adresse par voie de vidéo sur l'équivalent d'une chaîne YouTube régulièrement à l'ensemble de mes sympathisants. Donc bien sûr que désormais c'est un mode de communication qui est incontournable pour la vie politique en tout cas. Mais vous contrôlez quand même ce qui est mis bien sûr. J'assume, si c'est votre question, même si ce n'était pas moi qui écris, j'assume la pleine et entière responsabilité de tout ce qui est signé sous mon nom. Merci Jean-Frédéric Poisson. Merci. Et merci à vous Clara Secarelli. Je rappelle que vous pouvez suivre l'interview de Jean-Frédéric Poisson en direct sur le Facebook Live. Vous pouvez vous aussi poser vos questions sur le Facebook Live de la page Facebook Fréquence ESD. Jean-Frédéric Poisson, c'est Martin Juret qui nous a rejoint maintenant, qui va venir poser quelques questions en rapport avec le salon de l'agriculture. Bonjour Martin. Rebonjour Martin. Rebonjour Antoine et bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Alors beaucoup de personnes vous ont découvert pendant les primaires de la droite et du centre, puisque vous étiez candidat, mais vous êtes aussi, Clara l'a dit, député des Yvelines, qui contrairement à ce que l'on pourrait imaginer est un département agricole, avec 89 000 hectares de terres agricoles, mais avec 950 exploitations en 2010, c'est près d'un quart qui ont disparu en 10 ans. Jean-Frédéric Poisson, est-ce qu'il y a encore une place pour l'agriculture dans votre département et plus largement en Île-de-France? Il y a évidemment une place pour une agriculture en Île-de-France et l'Île-de-France doit être dans les toutes premières, sinon la première région de France en termes de PIB agricole, ce qui est assez rarement connu, mais enfin c'est une réalité, avec une part de la superficie on pourrait avoir, alors ça n'est pas tout à fait les paysages de chez moi qui sont derrière vous, mais les Yvelines peuvent aussi ressembler à ça, un peu moins vallonnés, mais c'est tout à fait ce genre de paysage que nous avons chez nous. Il y a évidemment une place pour l'agriculture, à partir du moment où, comme d'ailleurs en France, on ne se trompe pas sur sa mission essentielle. L'agriculture est d'abord là pour assurer l'indépendance et la souveraineté alimentaire de la France. C'est sa première mission. Secondairement, ça ne veut pas dire que ça compte pour rien, mais ça n'est pas son premier objectif. Elle aménage le territoire,
Elle participe à la protection de l'environnement et de la biodiversité. Elle participe à l'ingénierie agroalimentaire ou agricole, à la recherche, etc. Mais son premier but, c'est de nourrir la population française. Il y a évidemment une place pour cette mission, à supposer que deux conditions soient remplies. La première, c'est que personne n'oublie que les entreprises agricoles sont d'abord des entreprises à vocation économique, que leurs dirigeants sont des exploitants entrepreneurs, qu'ils y investissent du capital, qu'ils y prennent des risques, et que ce risque doit être rémunéré et ils doivent pouvoir vivre de leur métier. C'est d'ailleurs, au fond, leur première demande. Et la deuxième condition, c'est qu'on ne les écrase pas sous des réglementations qui, comme beaucoup d'autres activités économiques en France, en réalité, on pourrait faire quasiment les empêcher de travailler. Si on fait ces deux choses-là, il y a évidemment une place très éminente pour l'agriculture en France, dont je rappelle qu'elle est le premier, quasiment le premier, si on enlève l'armement, exportateur dans la balance commerciale française et de manière excédentaire. Alors, l'Île-de-France est une région agricole, mais aussi un bassin de plus de 12 millions d'habitants. Et la cohabitation est parfois difficile. Hein. On en parlait ici même samedi avec Geoffroy Didier, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. La bétonisation des terres agricoles, un problème qui concerne tout le pays. Est-ce que les pouvoirs publics doivent protéger ces terres agricoles qui sont de plus en plus menacées? Ils doivent absolument les protéger et faire en sorte que on trouve un équilibre qui est très difficile à trouver, que nous connaissons bien dans la partie rurale des Yvelines. Avec une population francilienne qui ne cesse de croître. L'Île-de-France est une des quelques régions en France dans lesquelles la croissance démographique nette chaque année est importante. Donc il faut bien évidemment loger les personnes qui arrivent, on ne peut pas les laisser dans la rue. D'un autre côté, se donner les outils de développement économique local, et favoriser l'emploi local, donc la création d'emplois sur place. Et troisièmement, maintenir en même temps les espaces agricoles et forestiers qui font l'identité en particulier des départements de la Grande Couronne, Val d'Oise, Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne. Il faut le faire en étant soucieux de maintenir encore une fois cet équilibre. Il faut créer des zones d'activité. Comment les créer en dehors des endroits où il y a de l'espace et donc qui étaient autrefois des terres agricoles? C'est ce qui se passe dans la région où je suis. Préférer pour l'urbanisation, la construction de logements, la densification urbaine, ce qu'on appelle les dents creuses, à l'intérieur des villes. Il y a un équilibre à trouver. Je pense que dans les Yvelines, nous l'avons trouvé. Il y a une forme de pacte qui a été passé entre les professions agricoles et les collectivités locales pour que la consommation de terres agricoles et forestières soit plus que raisonnable et que maintenant on marque un temps d'arrêt et faire en sorte que nous protégeons ces espaces qui sont précieux pour nous. Les candidats à la reprise d'exploitation agricole ne manquent pas forcément, mais le problème pour les jeunes agriculteurs qui désirent s'installer aujourd'hui, c'est le prix du foncier qui a considérablement augmenté. Est-ce qu'il faut mettre en place des dispositifs pour aider ces jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer? J'ai l'impression que ces dispositifs existent déjà. Ils sont portés par les chambres professionnelles, ils sont portés par les banques. Il y a quand même des difficultés. Bien sûr qu'il y a des difficultés. Là, pour le coup, les pouvoirs publics peuvent aider à maintenir des exploitations. Alors, nous l'avons fait, nous, dans la communauté d'agglomération Rambouillet-Territoire, en participant directement à un investissement pour maintenir un atelier de découpe pour la viande pour les producteurs locaux. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de joindre à la fois les projets des agriculteurs, la politique des collectivités locales et ce que souhaitent les organisations professionnelles, qu'elles soient syndicales ou les chambres professionnelles d'agriculteurs. Ce trépied de coopération sur des projets concrets, très ciblés dans les territoires, ça peut être aussi une politique de maintien des installations ou de transmission. Elle existe pour les entreprises avec les chambres de commerce. Il n'y a aucune raison qu'elles ne se mettent pas en place avec les chambres d'agriculture de la même façon. Alors on parle d'aide peut-être, beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui survivent grâce aux subventions. C'est la seule solution pour préserver l'agriculture française aujourd'hui, la mettre sous perfusion? Sans doute que non, mais il y a tellement de retard qui est pris. Et c'est une habitude. Comment expliquer ce retard? On voit tous les ans les politiques défiler au salon de l'agriculture. On a l'impression que rien ne change. Je vous remercie de le signaler, ça va me permettre de rappeler chacun à sa cohérence. Moi je fais partie des élus et des responsables politiques français qui sont très critiques à l'égard de la construction européenne et qui, tout en comprenant la nécessité de bâtir un continent en paix, regrettent que ce continent n'ait d'ambition qu'à devenir un espace de libre-échange dans lequel en réalité il y a une prime à celui qui produit moins cher et à celui qui vend moins cher. Si vous parlez aux filières qui sont très exposées, par exemple les fruits et légumes, par exemple la viande, avec le traité CETA qui vient d'être signé, on ne peut pas d'un côté se plaindre que la filière d'élevage et de production de viande ne va pas bien,
et d'un autre côté signer le traité avec le CETA qui injecte 65 ou 70 000 tonnes de viande supplémentaires sur le marché français. C'est difficile aujourd'hui de refaire une vérité des prix. Nous vivons entre guillemets sous perfusion parce que c'est le choix européen que nous avons fait. Tant qu'effectivement les pays du sud de l'Europe pourront importer tranquillement et sans aucune espèce de difficulté des fruits qui sont produits à des coûts très inférieurs parce que le SMIC dans ces pays est 50, 60, 80% inférieur au prix du SMIC en France, comment voulez-vous faire en sorte que les producteurs de fraises français soient alimentés autrement par des subventions? C'est indigne, c'est injuste, et donc ça nécessite de refaire à l'étage du dessus, de revoir complètement les politiques de libre circulation en Europe. Et ça veut dire qu'on change de projet européen. Alors, Martin Jurin, on va passer à la suite. Bon, on va passer à l'actualité politique. Merci à vous, Martin Jurin. Merci beaucoup. Jean-Frédéric Poisson, comme je disais, pour continuer et terminer cette interview, c'est Mathilde Moreau qui nous a rejoint. Rebonjour Mathilde. Bonjour Antoine, bonjour Bonjour. Jean-Frédéric Poisson. Alors je vais commencer par l'affaire Fillon. Après l'ouverture vendredi d'une information judiciaire, soutenez-vous toujours le candidat élu par la droite et le centre? L'information judiciaire en tant que telle ne change rien. Elle dit simplement que, en fait, elle n'est pas faite à l'encontre. Elle n'est pas faite à l'encontre d'une personne en particulier. C'est une information qui est ouverte sur une personne non dénommée. Donc, monsieur et madame Fillon ne sont pas nommément visés par cette information. Donc, c'est un premier élément. Deuxièmement, tout le monde a compris que c'était ouvert pour éteindre les délais de prescription. Enfin, plutôt pour que la prescription ne joue pas sur un certain nombre de volets de cette affaire. Donc, ça ne change rien en l'état à la situation de François Fillon et de son épouse. J'ai pris l'engagement que je soutiendrai le vainqueur de la primaire au moment où j'ai signé la charte au mois de septembre dernier. Je le fais. Je ne vois pas de raison aujourd'hui de faire différemment. Donc vous ne regretterez pas? Je ne regrette pas du tout, d'autant plus que je reste persuadé, malgré ses imperfections et malgré le fait qu'il subsiste entre François Fillon et moi un certain nombre de désaccords, c'est son projet qui est, de loin, le mieux adapté au redressement de notre pays à partir du printemps prochain. Même s'il n'est pas mis en examen, donc il n'y a pas pour le moment l'enquête n'est pas close, vous ne pensez pas qu'il doit se retirer, sachant qu'il était vu au départ comme le candidat le plus clean, on peut dire, qu'il représentait une sorte de classe politique jamais touchée par les affaires, et c'est pour ça qu'il a été choisi par les électeurs de la droite? Écoutez, on peut refaire la primaire si on veut. Mais je pense qu'on perd son temps. La question de son retrait, elle a été posée, elle a été tranchée. François Fillon est là, il est candidat, et je redis que son projet, d'une certaine manière, m'importe plus que sa personne à lui. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire en sorte que, ce qu'on évoquait avec votre confrère il y a juste quelques secondes, est-ce que, oui ou non, on est capable de faire en sorte que l'agriculture retrouve sa mission essentielle en France, qui est de nourrir la population française? Oui, à certaines conditions, et à ma connaissance, seul le projet de François Fillon permet de remplir ces conditions sur les questions des baisses de charges sur les entreprises, sur le retour du rôle de l'État, sur une politique européenne qui soit plus adaptée. Enfin, il y a différents éléments de son projet qui permettent d'être optimiste sur ce sujet-là. Il y a également Marine Le Pen qui est mêlée à beaucoup d'affaires judiciaires en ce moment. Elle ne souhaite pas que les enquêtes se poursuivent jusqu'aux élections législatives, donc en juin prochain. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait une mobilisation forte des citoyens français en avril et mai prochains, sachant que la classe politique ne les attire plus du fait du nombre d'affaires, de tout ce qui se passe autour? Je crois que les Français savent parfaitement faire la différence entre les responsables politiques qui sont inquiétés et ceux qui ne le sont pas, d'un côté, et parmi ceux qui sont inquiétés, ceux qui le sont injustement et ceux qui le sont pour des raisons légitimes. Ils font le tri tout seuls, ils sont grands, ils sont adultes, ils sont critiques, ils sont intelligents. Je fais confiance aux Français pour trouver la décision qui sera la meilleure pour eux à ce moment-là. Par exemple, cela étant dit, un exploitant agricole sur deux va s'abstenir en avril et mai prochain, selon un sondage Le Monde et Cevipof sorti le 17 février dernier. Pour l'instant, de même qu'il y a un Français sur deux qui aujourd'hui ne sait pas pour qui il votera. On est dans des proportions qui sont là, certes importantes. Un exploitant agricole sur deux n'ira pas voter. Qui sont importantes, tout ça va se cristalliser quand les agriculteurs auront finalement fait leur décision. Ils comprennent parfaitement qu'ils ne peuvent pas déserter ce scrutin parce que leur avenir aussi est en jeu dans une large mesure. Donc encore une fois, je leur fais confiance pour venir voter massivement le jour où il le faudra, et je connais leur sens civique, donc je n'ai pas d'inquiétude. Je répète que sur ces affaires,
de justice, j'invite les responsables politiques français à être très précautionneux et très prudents. Les Français n'acceptent pas l'idée qu'une forme d'impunité, quelle qu'elle soit, puisse perdurer. Ils ne veulent pas ça, et je suis d'accord avec eux. Ils ne veulent pas non plus qu'on instrumentalise la justice, soit contre, soit pour sa propre cause. Et je suis aussi d'accord avec eux. Madame Le Pen n'a pas à dire si la justice doit continuer son œuvre ou pas. Elle le doit, et elle fera bien ce qu'elle veut, car c'est une autorité indépendante dans notre pays. Également, François Fillon a déclaré dans un communiqué hier qu'on était dans un climat, la France était plongée dans un climat de quasi-guerre civile. Est-ce que vous cautionnez ces propos ? Je pense qu'on n'est pas très éloigné de ça, oui. Quand je vois les épisodes qui se sont déroulés dans la banlieue parisienne il y a quelques jours, j'ai passé 15 ans de ma vie en banlieue nord de Paris, donc je vois bien comment tout ça peut s'embraser et tout ce qui peut être cristallisé dans des crises dont on connaît la nature. Il y a une exaspération terrible de tous les Français à l'égard de ce qui se déroule sous leurs yeux en ce moment. Tout ça fait effectivement une forme de cocktail chimiquement très instable, dont il faut se méfier parce qu'effectivement, il y a tellement de tensions que si les scrutins du printemps prochain ne parviennent pas à apaiser le pays et à rassurer les Français sur le fait que nous prenons la pente du redressement, c'est ce que propose effectivement notre candidat François Fillon, alors je pense qu'il peut tout se passer. Il n'y a pas que l'élection présidentielle qui arrive cette année, il y a également les législatives. Vous et Xavier Lemoyne, actuel maire de Montfermeil, n'avez pas obtenu encore l'investiture des Républicains pour ces élections législatives. Ça serait même ce seraient des élus UDI qui seraient investis par les Républicains. Est-ce que vous ne sentez pas une forme de trahison envers le Parti des Républicains ? Je me permets de corriger votre propos, mademoiselle, sur un point. Nous avons obtenu l'investiture. Nous l'avons obtenue. Ce qui est envisagé aujourd'hui par certains des responsables des Républicains, c'est de la retirer à M. Lemoyne. Ce qui serait une faute politique massive, ça serait incompréhensible, ce serait injuste à l'égard de la personne de Xavier Lemoyne, et ce serait un très mauvais signal donné à tous ceux qui, comme lui, essayent de diriger des communes extrêmement difficiles, en se mettant à l'écart de toute forme d'extrémisme ou de radicalité, ni de propos ni de pratique. Et ce serait vraiment très lourd de faute de la part des Républicains de lui retirer son investiture. Je pense qu'au-delà, tout l'enjeu, c'est l'intégrité du projet de François Fillon. Il a été élu sur un projet exigeant à la primaire. Il doit maintenir la ligne exigeante de ce projet. C'est ça qui a donné confiance aux électeurs qui se sont déplacés pour lui. C'est la ligne qu'il doit choisir. Et le pas de deux ou la danse en tutu qui est en train de nous faire l'UDI pour faire comprendre et faire rentrer au chausse-pied des tas de personnes qui n'ont pas beaucoup d'acquaintance avec le projet de François Fillon, pas beaucoup de fidélité non plus à son égard, ne doit pas nous impressionner. La ligne politique doit être conservée. Nous, au Parti chrétien-démocrate, nous l'avons soutenu entre les deux tours de la primaire. Nous souhaitons que, effectivement, cet affichage politique soit maintenu dans le temps et qu'on ne préfère pas donner satisfaction à des personnes qui soutiennent très moyennement, pour ne pas dire de manière très fragile, le candidat François Fillon. Une dernière question, Mathilde, très rapidement. Donc 153 parlementaires veulent que François Hollande reconnaisse l'existence de l'État palestinien. Vous ne l'avez pas signé, il me semble. Pourquoi et qu'est-ce que ça donne ? Parce que ce n'est pas le rôle du Parlement de reconnaître un État, c'est le rôle de l'exécutif, c'est le gouvernement qui doit le faire. Directement. Moi je suis favorable à ce qu'un État palestinien voit le jour, je l'ai déjà dit souvent, pour des raisons d'équilibre et de paix au Proche-Orient. C'est un sujet qu'il faut traiter avec beaucoup de précaution. Nous avons considéré que le président de la République voulait se défausser d'une partie de sa responsabilité sur le Parlement. C'est la raison pour laquelle j'ai refusé de voter cette résolution. Merci Jean-Frédéric Poisson. Merci beaucoup. Merci à vous Mathilde Moreau. Un grand merci à vous Jean-Frédéric Poisson d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions dans À Travers Champs. Nous on va se retrouver dans quelques instants avec l'actualité de ce qu'il ne faut surtout pas louper au salon aujourd'hui. Si vous ne savez pas quoi faire et que vous visitez le salon de l'agriculture aujourd'hui, Guillaume Charpin sera avec nous dans quelques instants pour vous dire les attractions et les stands à ne pas rater. C'est dans quelques instants, à tout de suite.